Gavin Locage resserra sa prise sur le cadeau élégamment emballé, alors que son SUV crissait sur l'allée de gravier menant à la maison de vacances au bord du lac de sa belle-mère. Des lumières jaillissaient de toutes les fenêtres de cette vaste propriété, et des véhicules de luxe étaient alignés avec soin. La fête des 70 ans de Diane Harmon était clairement l'événement social de la saison, ce qui n'était pas étonnant. Ancienne représentante d'État et riche philanthrope, elle jouissait d'un réseau imposant à Rochester et au-delà. « Papa, tu es sûr qu'on doit y aller ?» Lily, sa fille de 6 ans, demanda d'une voix anormalement basse depuis la banquette arrière. Silencieuse tout le trajet, elle serrait fermement son lapin en peluche. « C'est l'anniversaire de mamie, mon cœur, » répondit Gavin, en la regardant dans le rétroviseur. « Maman est déjà là pour aider à tout préparer. On restera juste quelques heures, d'accord ?» Lily ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la maison. En tant que consultant en sécurité ayant bâti son entreprise de zéro pour en faire une société florissante à 7 chiffres, Gavin possédait un instinct pour le danger. Quelque chose dans l'attitude de sa fille déclencha son avertisseur intérieur. Il se gara dans un espace entre une Mercedes et une BMW, coupa le moteur, et se tourna vers elle. « Que est-ce qui ne va pas, Libug ? Tu n'es pas toi-même aujourd'hui. » Lily haussa les épaules, évitant son regard. « Rien, murmura-t-elle. « Est-ce que ça te dérange cet endroit, chez mamie ?» insista-t-il doucement. « J'aime pas être ici, murmura-t-elle. Gavin sortit et aida Lily à descendre de son siège rehausseur. En approchant du vaste perron à colonnes blanches immaculées, les éclats de rire et les verres qui tintaient montaient en intensité. Lily s'arrêta soudainement, se raidit et tira sa main avec une force surprenante. « Papa, n'y va pas, chuchota-t-elle, les yeux grands ouverts, emplis de peur. Gavin s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Pourquoi, mon ange ? Que est-ce qui ne va pas ?» Sa lèvre tremblait. « S'il te plaît, rentrons à la maison. » En 15 ans de service militaire, avant de fonder Locker Security, Gavin avait appris à se fier à son instinct, le sien et celui d'autrui. L'inquiétude de sa fille résonnait avec la tension qu'il ressentait depuis des semaines. Tess était distante, travaillait tard, et ses explications étaient floues dès qu'il l'interrogeait. « D'accord, finit-il par dire, se surprenant lui-même. On va déposer le cadeau, et on rentre. » Il pressa sa petite main dans la sienne. Le soulagement illumina le visage de Lily. Gavin posa la boîte emballée sur le fauteuil à bascule du perron, sonna une fois, puis le conduisit à la voiture avant qu'on ne leur ouvre la porte. Au moment de repartir, son portable vibra, un message de Tess « Vous êtes où ?» Tout le monde demande. Il l'éteignit sans répondre. À mi-chemin, un camion de livraison devant eux fit un tête-à-queue. Gavin dévia brusquement, le SUV dérapa sur la route détrempée, puis heurta le garde-corps. Les airbags explosèrent dans un fracas assourdissant. « Lily !» cria-t-il, la voix étouffée par la poudre. « Je vais bien, papa. » sanglota-t-elle. « J'ai mal au bras. » Après avoir vérifié qu'elle n'avait rien de grave, Gavin appela le 911, puis sortit sa fille du véhicule. Sous la pluie légère, blottie sous sa veste, Lily le fixa de ses yeux calmes, étrangement adultes, et murmura. « Je les ai vus, papa. »« Qui ça, chérie ?»« Maman et oncle Griffin. Ils s'embrassaient dans la chambre de mamie, la semaine dernière, quand tu étais à Chicago. Pas comme quand tu m'embrasses pour la nuit, mais comme vous vous embrassez, toi et maman, parfois. » Le monde de Gavin vacilla. Griffin Maddox, le mari de la cousine de sa femme, charmant banquier, qui passait souvent chez eux, soi-disant pour aider Tess pour son nouveau business. Toutes les pièces prenaient place dans un puzzle horrible. « Tu es sûr ?» Lily acquiesça solennellement. « Je veux retrouver maman. J'ai eu mal au ventre, et la porte était un peu ouverte. Il ne m'avait pas vu. On distinguait les sirènes au loin. » Gavin la serra contre lui, l'esprit déjà en train de calculer, planifier, compassionner la douleur qui menaçait de l'engloutir. « Merci de m'avoir dit la vérité, » murmura-t-il, calme. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Quand ambulance et patrouille se stationnèrent, Gavin se fit une promesse silencieuse, pas de confrontation immédiate avec Tess. « Non.
Ce qu'il savait faire de mieux, recueillir des infos, élaborer une stratégie, et frapper avec précision. À la fin, ceux qui l'avaient trahi comprendraient exactement à qui ils avaient affaire. Chapitre 2, les schémas de la trahison. 3 jours après l'accident, Gavin était dans son bureau, rivé à l'écran, scrutant en silence les images de surveillance captées par les caméras discrètes installées dans leur maison 6 mois plus tôt. D'après lui, c'était à cause d'un cambriolage dans un quartier voisin. Mais la vérité, les changements dans le comportement de Tess l'avaient alerté: mots de passe modifiés, conversations feutrées, soirée de networking où elle revenait chez eux avec les joues rosies et une odeur d'eau de Cologne inconnue. Le compteur de temps en bas de l'écran indiquait 13h47. Griffin Maddox entrait par la porte de service, moins d'1 heure après que Gavin ait quitté pour une réunion pro. 7 minutes plus tard, Tess apparaissait. Ils s'étreignirent avec une familiarité ardente. Sans émotion, Gavin les regarda monter ensemble à l'étage. Il ferma le portable, s'enfonça dans son fauteuil, se remémorant le moment où il avait rencontré Teresa Tessarmon 8 ans plus tôt, engagée pour sécuriser un gala caritatif organisé par sa mère, Diane. Jeune, ambitieuse, tout juste diplômée d'un MBA et employée dans une prestigieuse agence de marketing, Tessa avait immédiatement captivé Gavin. Leur alchimie fut instantanée, brûlante, irrésistible. 18 mois plus tard, ils se mariaient. L'année suivante, Lily venait au monde. Pendant 4, peut-être 5 ans, leur vie semblait parfaite. Du moins, en surface. Mais en y repensant aujourd'hui, Gavin réalisait à quel point il avait choisi d'ignorer les signaux d'alerte. L'insatisfaction chronique de Tessa. Son désir insatiable de plus. Plus d'argent. Plus de prestige. Plus de sensations. Au départ, son ascension fulgurante avec Locage Security avait calmé sa soif. Mais ce frisson de l'ascension sociale s'était émoussé. Et leur mariage avait commencé à se déliter. C'était il y a 3 ans. Juste après que Griffin et son épouse Brun aient déménagé à Rochester. Brun était la cousine de Tessa, mais elles avaient grandi comme 2 sœurs. Griffin, avec ses diplômes Ivy League et son héritage de vieille noblesse du Connecticut, incarnait tout ce que Tessa avait toujours idolâtré. Leur présence régulière dans leur vie n'avait jamais dérangé Gavin. Du moins, jusqu'à maintenant. Un léger coup à la porte coupa net le flot de ses pensées. Lily se tenait dans l'encadrement, son petit bras gauche enfermé dans un plâtre violet. « Papa, est-ce qu'on peut manger une glace ?» Gavin sourit, chassant l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. « Bien sûr, ma Lilybug. Laisse-moi juste finir ici. »« Maman rentre pour le dîner ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir malgré tout. Elle a envoyé un message, elle travaille tard, encore une fois, répondit-il d'une voix neutre. Ce soir, c'est juste toi et moi. Plus tard, après avoir bordé Lily dans son lit, Gavin se retira dans son bureau. Il ouvrit son coffre-fort. À l'intérieur, un vieux carnet en cuir, usé, vestige de ses années militaires. Une habitude qu'il n'avait jamais abandonnée, ne jamais faire confiance aux archives numériques pour les informations sensibles. Page après page, il retraça les absences de Tessa, croisées avec les déplacements, professionnels ou engagements familiaux supposés de Griffin. La corrélation était implacable. Ce qu'il ne parvenait pas à déterminer, c'était si Diane, la mère de Tessa, était complice de cette liaison. Chez les Harmon, l'apparence primait surtout. Une règle tacite, mais sacrée. Son téléphone vibra. Un message de Tessa. Réunion prolongée. Ne m'attends pas. Gavin vérifia le traceur GPS qu'il avait discrètement installé sur sa voiture. Elle était à l'hôtel L'Acéside, en centre-ville. Un rapide appel à un ancien collègue, aujourd'hui chef de la sécurité de l'hôtel, confirma ses soupçons. Griffin Maddox avait réservé une chambre, 3 heures plus tôt. Après avoir replacé le carnet dans le coffre, Gavin se dirigea vers son placard. Il ôta un panneau dissimulé à l'arrière. Derrière, une mallette étanche contenant des reliques d'une autre vie. Une vie que Tessa ne connaissait presque pas. Avant de fonder Locage Security, Gavin avait passé 5 années dans le renseignement militaire, puis 3 autres chez un sous-traitant privé, spécialiste d'opérations que le gouvernement préférait ne pas inscrire dans les registres officiels.
Il ne sortit rien de la mallette. Pas encore. Mais la simple vue de son contenu lui rappela qui il était vraiment. Sous le masque du chef d'entreprise à succès, un homme formé à évaluer les menaces, exploiter les failles, et éliminer les obstacles avec une précision chirurgicale. Un homme qui savait que la pitié était souvent confondue avec la faiblesse. Son téléphone sonna. L'écran affichait « Apollo Werner ». Apollo était son bras droit, tant dans l'armée que dans le civil. Aujourd'hui, il occupait le poste de directeur des opérations chez Locage Security. « Comment va Lily » demanda-t-il sans préambule. « Elle va bien. Juste un bras cassé et quelques bleus. C'est une battante. Et toi ?» Gavin hésita. Apollo était le seul à le connaître assez bien pour sentir quand quelque chose n'allait pas. « J'ai connu mieux. C'est à cause de l'accident, ou autre chose ? Tessa me trompe. » Avec Griffin Maddox. Un long silence. Enfin, Apollo soupira. « T'en es sûr ? Lily les a vus ensemble. J'ai vérifié via la surveillance. Et ton plan ? Je le peaufine encore, répondit Gavin, sa voix se durcissant. Mais je peux te promettre une chose, une fois que j'en aurai fini, ils regretteront de m'avoir trahi. Le mois suivant fut consacré à la surveillance. Et les résultats furent accablants. Plus qu'il n'en fallait pour anéantir Tess et Griffin. Gavin documenta tout dans les moindres détails, date, heure, lieu. Il intercepta leur communication via des logiciels espions installés sur les appareils de Tessa, et grâce à un enregistreur de frappe sur leur ordinateur familial. Il rassembla des preuves financières de transactions suspectes. Griffin semblait puiser dans les fonds de son entreprise pour financer leurs escapades. Mais Gavin ne cherchait pas une simple vengeance. Une révélation publique de l'infidélité ternirait leur réputation, oui, mais temporairement. Il voulait quelque chose de permanent. Quelque chose qui les dépouillerait de tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Un après-midi, pendant que Lily était chez une amie, Gavin rencontra son avocat, Pascal Reeves, dans un café à 40 miles de Rochester. « Tu as été minutieux », observa Pascal en consultant le dossier. « Avec ça, tu peux obtenir la garde exclusive de Lily, et la majorité de tes biens en cas de divorce. »« Ce n'est pas suffisant », répondit Gavin d'un ton calme, malgré la tempête intérieure. « Je dois comprendre les affaires de Griffin. » De l'intérieur. Pascal haussa un sourcil. C'est un terrain dangereux. Sa société, Maddox Capital, gère les investissements de gens très puissants. Et c'est exactement pour ça que je m'y intéresse. Ce genre de puissance ne s'acquiert pas sans salir les mains. Qu'est-ce que tu prépares, Gavin ? La justice, répondit-il simplement. Maintenant, dis-moi tout sur ces comptes offshore dont tu parlais. En rentrant chez lui ce soir-là, Gavin avait une vision beaucoup plus claire de la suite. Il devait continuer à faire semblant. Maintenir l'illusion de normalité, tout en cherchant une dernière pièce du puzzle. Il devait savoir si Diane Harmon était complice dans l'adultère de sa fille. L'opportunité se présenta lorsque Tessa annonça qu'elle passerait le week-end au chalet au bord du lac de sa mère, pour l'aider à faire des rénovations. Un mensonge flagrant. Griffin, lui aussi, venait d'étrangement libérer tout son week-end. En fait, je pensais emmener Lily et... Je pourrais te rejoindre, suggéra Gavin. Ça fait des semaines que je n'ai pas vu ta mère. La panique fugace dans le regard de Tess confirma ses soupçons. Ça allait être explosif avec les entrepreneurs aux travaux en cours, pas vraiment le bon moment pour des visiteurs. Je vous l'ordonne, pas de visiteurs, ajouta Gavin sur un ton autoritaire, ne laissant aucune place à la discussion. Le temps en famille est sacré, n'est-ce pas ? Le sourire de Tess se figea. Bien sûr, j'en informerai maman, on arrive tous. Le trajet jusqu'à la maison au bord du lac ce vendredi soir fut tendu, Tess tapotait frénétiquement sur son téléphone côté passager, tandis que Lily, aussi perspicace qu'à l'accoutumée, restait étrangement silencieuse à l'arrière. Diane les accueillit à la porte, arborant son sourire poli d'élu en campagne. Quelle charmante surprise! Je ne vous attendais pas, changement de programme. Pas du tout, répliqua Gavin avec affabilité, j'espère que nous ne vous dérangeons pas. Pas du tout,
répondit Diane, bien que ses yeux se tournèrent nerveusement vers sa fille au moment de s'installer. Gavin remarqua l'absence totale de traces de rénovation ou d'ouvriers, la maison était impeccable, comme toujours. Puis il vit Diane entraîner Tess à l'écart pour une conversation discrète dans la cuisine, leur visage grave. Après le dîner, alors que Lily était absorbée par un film et que Tess était sortie pour un appel professionnel, Gavin s'approcha de sa belle-mère sur la terrasse fermée, avec 2 verres de son bourbon favori. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-il en lui tendant un verre, tandis qu'il contemplait le lac. Diane répondit, la voix prudente, « J'ai toujours admiré ton attachement à la famille, Gavin. Le nom Harmon pèse lourd ici, on a travaillé dur pour notre réputation. » Gavin continua doucement en remuant son verre d'ambre, « Mais ça me fait me demander, pourquoi tout risquer pour faciliter la liaison de ta fille ?» Le verre faillit glisser des doigts de Diane. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« S'il te plaît, » l'interrompit Gavin, ton toujours poli mais dur, ne sous-estime pas notre intelligence. Cette maison sert depuis des mois de lieu de rendez-vous pour Tess et Griffin, tu fournis des alibis, des excuses, peut-être même un coup de main quand j'approchais un peu trop. Le masque politique tomba, révélant une dureté calculatrice si semblable à celle de Tess. Que veux-tu, Gavin? Je veux comprendre pourquoi. Est-ce parce que Griffin a le bon pédigré, que son nom ouvre des portes que le mien ne peut franchir? Diane finit par admettre, oui, je lui ai donné une vie confortable, mais Griffin peut lui offrir le monde, famille, connexion, argent. Gavin acheva pour elle, c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tess a fait un mariage inférieur en m'épousant, et tu n'as jamais pardonné ni à elle ni à moi. Tu es un self-made man, Gavin, c'est admirable, mais certaines portes te resteront closes. La conversation confirmait les soupçons de Gavin, Diane ne fermait pas les yeux, elle encourageait activement cette liaison, peut-être même l'orchestrait. Plus tard dans la nuit, alors que Tess feignait de dormir à ses côtés, Gavin mit la touche finale à son plan. Le lendemain matin, il proposa d'emmener Lily pêcher à l'autre bout du lac, offrant à Tess l'opportunité qu'elle attendait. Et ça a marché, 1 heure après leur départ, la Porsche de Griffin apparut dans les images de sécurité accessibles via le téléphone de Gavin. « Papa, ils vont finir par se blesser, hein ?» demanda soudain Lily, assise dans la barque. Gavin regarda sa fille, frappé par sa perspicacité. « Que est-ce qui te fait dire ça ?» Maman et oncle Griffin. Son petit visage était sérieux. « Je ne veux que personne ne se fasse du mal. » Gavin serra doucement son épaule. « Parfois, ma petite Lily, quand on fait de mauvais choix, il y a des conséquences. Mais je te promets ceci, je te protégerai toujours, coûte que coûte. » Revenus chez eux, le calme régnait, la voiture de Griffin avait disparu, et Tess semblait la première fois détendue, convaincue qu'elle avait réussi à tout gérer. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit couché, Gavin se glissa dans la cabane à bateau où il avait dissimulé une mallette étanche contenant les clés de son plan en plusieurs phases. Phase 1, lundi, un signal anonyme à la SEC sur des irrégularités chez Maddox Capital. Phase 2, Pascal Reeves déposerait une plainte officielle. Phase 3, il attendrait la riposte de Tess et Griffin. Dimanche soir, sur la route du retour à Rochester, l'esprit de Gavin était limpide, l'architecte de la vengeance avait dessiné ses plans avec soin, maintenant vient le temps de les exécuter. Chapitre 4. Le premier domino. Lundi matin se leva clair et lumineux, antithèse de l'ombre que Gavin portait en lui. Il s'habilla avec soin, costume charbon, cravate bordeaux, boutons de manchette en platine, cadeau de Tess pour leur 5e anniversaire. Aujourd'hui marquait la fin pour ceux qui l'avaient trahi, même s'ils l'ignoraient. « Tu es élégant », fit remarquer Tess au petit déjeuner, d'un ton détaché. « Réunion importante ? On peut dire ça. » Gavin sirota son café, observant sa femme, maquillage parfait, regard fuyant, ongles nerveusement tapotant son téléphone. Elle attendait quelque chose. Après avoir déposé Lily à l'école, Gavin ne se rendit pas au bureau, mais au bureau local du FBI, où l'agent spécial Monroe Callowell attendait. Il partageait une histoire. 3 ans plus tôt, Gavin avait aidé sur une enquête de cybersécurité, lui valant bonne grâce et quelques coups de pouce officieux. « Tu m'as volé ma matinée, j'espère que ça vaut le coup », plaisanta Monroe en l'invitant dans une salle de conférence. « Oui, ça vaut le coup,
assura Gavin en posant un épais dossier. Tout ce dont tu as besoin pour ouvrir une enquête contre Maddox Capital, fraude en valeurs mobilières, fraude électronique et possible violation RICO. Monroe leva légèrement les sourcils. Et ça a un lien avec le fait que Griffin Maddox couche avec ta femme. Le visage de Gavin resta impassible. Ma situation personnelle est hors sujet. Les preuves parlent d'elles-mêmes. L'agent feuilleta le dossier, les sourcils montant de plus en plus. Tout ça, obtenu légalement. Oui. Grâce à des sources dans la finance endettées envers moi. Tout vérifiable. Monroe le considéra longuement. Tu n'agis pas par civisme. Quel est ton but? La justice prend plusieurs visages, répondit Gavin calmement. Je te dirige simplement vers où tu la trouveras. À midi, le premier domino tombait. Une équipe du FBI envahissait les bureaux de Maddox Capital, emportant documents et ordinateurs. À mesure que les nouvelles circulaient sur les fiches d'infos financières, la société mère cotée suspendit le trade, entraînant une chute de l'action. Gavin observait la scène depuis le bureau d'Apollo, un verre de Macallan en main. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» s'inquiéta Apollo. « Une fois qu'on entame cette route, j'ai connu pire », répondit Gavin d'un ton sec. Les affaires de Griffin étaient presque aussi criminelles que celles qu'il cache. Le FBI l'aurait rattrapé tôt ou tard. Et Tess? Son téléphone vibra. Texte de Tess, as-tu vu les infos sur Griffin? Brun vient d'appeler Diane hystérique. Jouant la concernée, tout en coulant dans le même temps son amant, cette duplicité frôlait l'admiration. Tess a fait son choix, conclut Gavin. À elle maintenant de vivre avec. L'après-midi, la seconde phase démarra, Pascal Reeves déposait une plainte, au nom d'une société écran montée par Gavin des mois auparavant. Elle allègue que Maddox Capital a trompé des investisseurs en falsifiant des actifs dans l'immobilier, actifs dont Gavin contrôlait désormais la majorité via un montage financier complexe. Le soir venu, l'empire de Griffin Maddox commença à s'effondrer, enquête fédérale, investisseurs qui se replient. Et maintenant, une entité jusque-là inconnue menaçait de s'emparer de ses avoirs les plus précieux. L'homme lui-même s'était volatilisé, ne répondant ni aux appels ni aux messages, y compris les 17 textos de plus en plus affolés envoyés par Tess, que Gavin avait observés via surveillance. Quand Gavin rentra chez lui, Tess faisait les 100 pas dans la cuisine, la maîtrise de soi vacillant visiblement à sa vue. « Tu as des nouvelles de Griffin ?» demanda-t-elle, puis se ravisant aussitôt, tentant de corriger le tir. « Je veux dire ?» Brun est complètement anéanti, et je me suis dit que grâce à tes contacts dans la sécurité. Pourquoi j'aurais eu des nouvelles de Griffin? Demanda Gavin, d'un ton calme, tout en posant sa mallette. Nous ne sommes pas proches. Je pensais que, avec tes contacts dans les forces de l'ordre, tu en saurais plus sur ce qui se passe. Je sais que le FBI ne débarque pas dans une société d'investissement sans raison, ajouta-t-elle, tandis qu'il se versait un verre. Et Griffin m'a toujours paru prêt à contourner les règles pour avancer. Les yeux de Tess se plissèrent légèrement. On dirait presque que ça t'arrange qu'il soit en difficulté. Je suis indifférent, dit Gavin en haussant les épaules. Je m'inquiète plutôt de l'impact que ça pourrait avoir sur Lily. Elle tient beaucoup à son oncle, non? Ce coup fit mouche. Tess devint livide, portant inconsciemment la main à sa gorge, là où un petit pendentif en or, cadeau de Griffin, reposait. Je suis sûr que c'est un malentendu, réussit-elle à articuler. On verra bien, répondit Gavin en levant son verre dans un toast moqueur, la justice finit toujours par atteindre ceux qui le méritent. Chapitre, les premiers dégâts collatéraux. Plus tard dans la soirée, quand Tess monta se coucher, souffrant d'une migraine, Gavin reçut l'appel du numéro jetable qu'il avait donné à Brun Maddox quelques semaines plus tôt. Il y avait anonymement envoyé des preuves de l'infidélité de son mari. Il est parti, dit Brun sans préambule, la voix brisée par les larmes. Il a vidé tous nos comptes communs, pris son passeport, et m'a laissé une note, je suis désolé, mais je devais quitter le pays. Le FBI se trompe, mais il ne peut pas se battre. Je suis désolé, Brun, dit Gavin, injectant une sincère compassion dans sa voix. Brun était un dommage collatéral dans cette guerre. Heureusement, il avait pris des dispositions pour assurer sa sécurité financière via des trusts anonymes.
Tu savais, demanda-t-elle soudain, au sujet de lui et de Tess. Le silence s'épaissit. Oui, avoua-t-il enfin, je savais depuis un moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je dois, répondit Gavin. Et toi? Son rire fut amer. Déposer plainte pour divorce, essayer de sauver ce qui reste de ma vie après cette catastrophe. Le FBI m'a déjà interrogé 2 fois. Si tu as besoin de quelque chose. Je ne veux pas de ton aide, Gavin, la coupe ATL. Mais promets-moi une chose, fais en sorte qu'on la paie aussi. Ne laisse pas Tess s'en sortir indemne pendant que Griffin perd tout. Tu as ma parole, répondit Gavin solennellement. Quand j'aurai fini, aucun des deux n'aura quoi que ce soit. Après avoir raccroché, Gavin vérifia les listes de passagers internationaux dont ses contacts suivaient les déplacements. Griffin avait embarqué dans un jet privé à destination des îles Caïmans, 3 heures plus tôt exactement comme prévu. Dans son bureau, Gavin ouvrit son carnet et barra les 2 premières lignes, phase 1 et phase 2 étaient terminées. Demain commencerait la phase 3, isoler Tess Locage de tout ce qu'elle chérissait. Chapitre 5 Couper les liens. Les pages mondaines du journal local de Rochester avaient toujours encensé Tess Locage, fille de l'ancienne députée Diane Harmon, cadre en marketing, philanthrope et icône de style parmi l'élite sociale de la ville. Gavin observait depuis des années comment elle entretenait son image publique avec la minutie d'un jardinier maîtrisant sa serre, élagant sans relâche tout ce qui pourrait ternir le tableau. Le moment était venu d'arracher toute la serre. La prochaine phase ne débuta ni par une confrontation dramatique, ni par un coup de théâtre, mais par une série d'appels discrets. Les années de Gavin dans la sécurité lui avaient enseigné que l'information était la monnaie la plus précieuse. Il disposait de dossiers volumineux, hommes politiques aux secrets enfouis, dirigeants d'entreprises aux vices cachés, mondaines au passé chuchoté derrière des sourires. Non pas pour faire du chantage, mais comme assurance. Aujourd'hui, ces investissements allaient rapporter gros. Dès la matinée, le téléphone de Tess ne cessait de vibrer. Le gala caritatif qu'elle co-présidait avait brusquement décidé de faire une autre direction. L'agence pour laquelle elle travaillait comme consultante marketing évoquait de nouveaux développements et voulait interrompre leur collaboration. 3 invitations à déjeuner prévues dans la semaine furent annulées, avec des excuses fumeuses. Quel bordel se passe-t-il? Cria-t-elle en coinçant Gavin dans son bureau, le visage rougi par la colère et l'humiliation. D'un coup, tout le monde me fuit comme si j'étais la peste. Gavin leva les yeux vers lui, l'air feignant l'innocence. J'imagine que c'est lié à l'affaire Griffin. Les gens prennent leur distance avec quiconque lui est relié. Je ne suis pas lié à lui. Il est marié à ma cousine, et pourtant. Et tu sembles excessivement affecté par ses ennuis judiciaires, observa-t-il en douceur, comme si tu avais un intérêt personnel là-dedans. Tess vacilla un instant avant de se ressaisir. Il fait partie de la famille, évidemment. Gavin retourna à son écran. Je suis sûr que c'est tout. Chapitre 5, suite. Le démantèlement social de Tess fut accompagné d'un autre coup dur l'après-midi même. Locage Security annonça l'acquisition de Harmon Marketing Solutions, l'agence boutique fondée 20 ans plus tôt par Diane Harmon. Le communiqué de presse soulignait que le rachat était en cours de négociation depuis des mois, Diane prévoyant de prendre sa retraite à un mensonge complet. Le deal avait été finalisé seulement 3 jours plus tôt, après que Gavin eut présenté à Diane des preuves que certains immeubles de luxe qu'elle signait étaient partiellement financés par les combines de Griffin. Face à la menace d'action pénale, Diane s'était rapidement effacée, acceptant l'offre de rachat de Gavin à un prix dérisoire en échange de son silence. Quand Tess appela sa mère en panique, celle-ci ne répondit pas. Autre condition tacite de leur accord, dès le soir venu, Diane partit pour un centre de bien-être exclusif en Arizona, se coupant efficacement de la principale source de soutien de sa fille. Chapitre 6 L'orage qui s'annonce. Pendant ce temps, Gavin avait discrètement sollicité Apollo pour exécuter la prochaine phase de son plan, l'isolement financier total. Grâce à une série de transactions juridiquement complexes mais parfaitement légales, Apollo parvint à geler l'accès de Tessa au compte d'investissement conjoint, là où se trouvait la majeure partie de leur capital liquide. Ces cartes de crédit commencèrent à être refusées. Ces tentatives d'achat échouaient, l'une après l'autre.
Même son compte bancaire personnel que Gavin n'avait jamais pu toucher fut signalé pour « activité suspecte » par le département antifraude de la banque. Je ne peux même plus acheter de quoi dîner. Souffla Tessa en revenant d'un marché bio qu'elle fréquentait depuis des années, le visage ravagé par l'humiliation. Mes cartes ont été refusées. Devant tout le monde. Comme c'est étrange. Répondit Gavin, sans lever les yeux, tout en aidant Lily à faire ses devoirs. Tu peux utiliser les miennes en attendant. J'appellerai la banque demain. Mais cette nuit-là, Tess, angoissée, tenta de contacter à nouveau Griffin. Gavin, qui surveillait discrètement toutes ses communications, l'observa envoyer des messages de plus en plus désespérés, qui restèrent sans réponse. S'il te plaît, réponds-moi. Tout s'écroule. Maman ne répond plus. Je crois que Gavin sait. Ce que Tessa ignorait, ce que Griffin lui-même ignorait, c'est que sa fuite aux îles Caïmans avait été orchestrée par Gavin, à travers des intermédiaires. Ces derniers avaient convaincu un Griffin paniqué que prendre la fuite était sa meilleure option. Maintenant, isolé dans une villa sur une île privée qu'il croyait appartenir à un client compatissant, mais qui en réalité appartenait à une société écran de Gavin, Griffin était virtuellement assigné à résidence. Ses communications étaient surveillées, manipulées. Les rares réponses que Tessa recevait, « Je ne peux pas parler. Je me cache. Je te contacterai quand ce sera sûr », avaient été rédigées par Gavin lui-même. À la fin de la semaine, Tess était une paria sociale, financièrement asphyxiée, émotionnellement démolie. Elle errait dans la maison telle une ombre, sursautant au moindre bruit, vérifiant frénétiquement son téléphone. La femme qui, autrefois, illuminait chaque pièce qu'elle traversait, n'était plus qu'une silhouette brisée, rongée par l'incertitude. Il était temps de passer à l'étape suivante. Le samedi matin, Gavin proposa une excursion. « J'aimerais te montrer un bien immobilier que je pense acheter. Un chalet au bord d'un lac, à 2 heures d'ici. Ça nous ferait du bien de nous éloigner un peu. Tu es tellement stressé, ces temps-ci. » Le trajet se fit en silence. Lily, absorbée par sa tablette à l'arrière, tandis que Tess fixait la forêt défiler à travers la vitre. Arrivés sur place, ils découvrirent une propriété isolée, rustique mais élégamment meublée, entourée d'une forêt dense. Aucun voisin à l'horizon. Tessa fronça les sourcils. C'est très isolé. C'est tout l'intérêt, répondit Gavin avec un sourire. Intimité. Sécurité. Et pour la première fois depuis le début, il laissa transparaître un éclat glacial de ses véritables intentions. Aucun visiteur inattendu. Tessa fit un pas en arrière, malgré elle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Gavin ne répondit pas. Il se tourna vers leur fille. « Chérie, tu veux aller voir le quai ? On peut voir tout le lac de là-bas. Mais reste à portée de vue de la fenêtre, d'accord ?» Dès que Lily fut hors de portée, Gavin sortit son téléphone de sa poche, ouvrit une vidéo, et tourna l'écran vers Tessa. C'était une vidéo de leur chambre, datant de 2 semaines plus tôt. On y voyait Tessa et Griffin dans une étreinte intime. Tessa pâlit. « Depuis combien de temps tu sais ?» murmura-t-elle. « Depuis assez longtemps, » répondit-il, la voix glacée. « Lily vous a vu au chalet de ta mère. C'est elle qui m'a dit de ne pas entrer ce jour-là. Une gamine de 6 ans avec plus d'intégrité que sa propre mère. » Tessa dut s'appuyer sur le comptoir de la cuisine pour ne pas flancher. Gavin. Je peux tout expliquer. Inutile. Je n'ai aucun intérêt pour tes explications. Ce que je veux savoir, c'est si tu as vraiment cru que tu allais t'en tirer. Est-ce que tu me pensais aveugle? Ce n'était pas contre toi. Griffin et moi. Griffin est parti. Il a fui le pays. Il t'a abandonné, toi et sa femme. Il ne répond pas à tes messages parce qu'il est trop occupé à sauver sa peau. Le visage de Tessa s'effondra. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi? Rien. Je n'ai fait que révéler la vérité. L'enquête du FBI, c'est magouille financière. Ce sont les conséquences de ses propres choix. Le fait qu'il ait trahi sa femme avec la mienne, c'est juste de la justice poétique. Tessa éclata en sanglots.
Que veux-tu de moi? Rien. Plus rien. Les papiers du divorce arrivent lundi. J'ai déjà déménagé la majorité de mes affaires. Lily vivra principalement avec moi. Tu auras un droit de visite, si elle le souhaite. La maison sera vendue. Tu recevras un accord financier généreux, légalement mais largement insuffisant pour maintenir ton train de vie actuel. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas effacer notre vie. Je n'efface rien. J'applique des conséquences. Ta mère l'a appris. Griffin l'apprend. Et maintenant, c'est ton tour. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre. Lily lançait des cailloux dans le lac. Elle est la seule innocente, dans tout ça. Tout ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est pour la protéger. Des gens qui placent leurs désirs personnels au-dessus de la loyauté, de l'honnêteté, et de la famille. Tessa, dans un dernier élan de rage, lui sauta dessus, griffant son visage, hurlant. Espèce d'hypocrite. Tu crois que tu es parfait? Que tu vaux mieux que tout le monde? Gavin attrapa ses poignets, fermement, la maintenant à distance jusqu'à ce qu'elle s'effondre, secouée de sanglots. Je n'ai jamais prétendu être parfait. Mais je ne t'aurais jamais trahi, moi. Le trajet retour vers Rochester fut pesant. Tessa, recroquevillée côté passager, essuyait ses larmes en silence. Et soudain, la petite main de Lily se posa sur son épaule depuis la banquette arrière. Ça va aller, maman. Papa dit que des fois, il faut que les choses se cassent, pour qu'on puisse les réparer. Gavin croisa le regard de sa fille dans le rétroviseur. Il fut frappé par la compassion pure dans ses yeux, alors que son propre cœur, lui, restait gelé. Pour Lily, il ferait en sorte que cette transition soit la plus douce possible. Mais pour Tessa, il n'y aurait ni pardon, ni rédemption, ni seconde chance. La rupture était presque totale. Et il appela Lily, qui passait le week-end chez sa grand-mère maternelle. Malgré la complicité de Diane dans l'affaire, Gavin avait permis ces visites en partie pour le bien de Lily, et en partie parce que Diane, désormais terrifiée par les preuves accablantes qu'il détenait contre elle, servait à présent d'espionne malgré elle dans le camp ennemi. Grâce aux observations innocentes de Lily et aux comptes rendus savamment orchestrés de Diane, Gavin gardait un œil attentif sur Tess. « Salut papa !» La voix de Lily fit instantanément fondre son humeur maussade. « Mamie m'apprend à faire une tarte aux pommes. Ça a l'air délicieux, Lilybug. Tu t'amuses bien? Oui. Mais tu me manques. Quand est-ce que tu viens me chercher? Demain après-midi, comme prévu. Maman est là. Un silence suivit. Elle était là tout à l'heure, mais elle est partie. Elle pleurait encore. La mâchoire de Gavin se contracta. Je suis désolé d'entendre ça. Elle a dit pourquoi elle pleurait? Elle a dit que des gens méchants essayaient de lui faire du mal. C'est vrai papa? Y a-t-il des gens méchants après maman? Non, ma chérie. Ta maman traverse simplement une période difficile en ce moment. Mais elle ira bien. Après avoir rassuré Lily et raccroché, Gavin ouvrit son ordinateur portable et accéda au flux de surveillance provenant du petit appartement qu'occupait désormais Tess, un contraste saisissant avec leur ancienne maison de banlieue, spacieuse et luxueuse. Les caméras, installées par des agents se faisant passer pour des techniciens de maintenance, montraient Tess faisant les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille. Lorsqu'il activa l'audio, il l'entendit supplier quelqu'un. « Tu ne comprends pas. Il détruit tout, méthodiquement. Ma réputation, mes finances, mon avenir. Tu avais promis de m'aider si les choses tournaient mal. » La voix de son interlocuteur, inaudible dans l'enregistrement, semblait visiblement porter de mauvaises nouvelles, car Tess jeta son téléphone à travers la pièce dans un cri de frustration. Gavin l'observa sans la moindre émotion tandis qu'elle s'effondrait sur le canapé, en larmes. Il ne ressentait ni satisfaction, ni pitié. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, s'était révélée être une étrangère. Une femme capable d'une trahison profonde. Une femme qui avait conspiré avec son amant et sa propre mère pour le tromper pendant des mois. Son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Les choses sont allées trop loin.
Retrouve-moi demain, à midi, au parc de Riverview. T. Gavin envisagea de l'ignorer. Mais la curiosité fut plus forte. Qu'est-ce que Tess pouvait bien tenter, cette fois? Il répondit d'un seul mot. D'accord. Le lendemain matin, avant son rendez-vous avec Tess, Gavin s'arrêta au bureau d'Apollo pour examiner les dernières vidéos de surveillance de leurs différents clients. Un flux en particulier attira son attention, le quai de chargement du siège de Harman Development Group. Des caisses y étaient chargées dans des fourgons non identifiables, au petit matin. Cette vidéo date de quand? Demanda-t-il à Apollo. La nuit dernière, vers 3 heures du matin. Le superviseur de nuit a trouvé ça louche. Gavin scruta les images plus attentivement. Parmi les hommes qui coordonnaient l'opération, il reconnut une silhouette, Wyatt Harmon, le frère cadet de Diane, et l'oncle de Tess. Officiellement à la retraite, Wyatt avait conservé des liens étroits avec les affaires familiales et était réputé pour gérer les aspects les plus atypiques de l'Empire Harmon. Faites suivre ces fourgons, ordonna Gavin. Et tirez tout ce qu'on a sur les activités récentes de Wyatt Harmon. Tu penses que ça a un lien avec Tess? Le timing est suspect. Et les Harmon n'ont jamais accepté la défaite avec élégance. Quand Gavin arriva au parc de Riverview, un ciel chargé de nuages noirs s'étendait au-dessus de lui, reflet parfait de l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Il trouva Tess assise sur un banc, face à l'eau. Son apparence, autrefois irréprochable, était désormais marquée par le stress et l'épuisement. « Merci d'être venu », dit-elle d'un ton fragile, alors qu'il prenait place à bonne distance. « Qu'est-ce que tu veux, Tess ?» Elle inspira profondément. « Je veux que tu arrêtes cette vendetta. Ça va trop loin. Tu es en train de détruire des vies, y compris celle de ta propre fille. » Lily va très bien, répliqua Gavin. Elle est forte. Et elle m'a, moi. Elle a aussi besoin de sa mère, insista Tess. Et elle a besoin que tu redeviens l'homme que j'ai épousé. Pas, cette machine froide et calculatrice. Gavin éclata d'un rire sans joie. C'est ironique, venant de toi. Tu as comploté avec ton amant et ta mère pour me trahir pendant presque un an. Tu comptais me quitter, emmener Lily et vider nos comptes. J'ai trouvé les papiers, Tess. La demande de passeport pour Lily, avec son nom changé en Harmon au lieu de locage. Tess pâlit. Comment tu? Je sais tout, la coupe à Gavin. Chaque détail de ton plan avec Griffin. Comment tu allais prétendre à des abus émotionnels pour obtenir la garde exclusive? Comment tu projetais de déménager dans le Connecticut, près du domaine familial de Griffin? Comment ta mère utilisait ses relations politiques pour tout faciliter? Ce n'était pas comme ça, protesta Tess faiblement. Pas au début. Griffin et moi, on n'avait pas prévu de tomber amoureux. L'amour, répondit Gavin, le ton glacé. C'était de l'amour, quand vous avez discuté de me faire accuser de fraude pour ruiner ma réputation? C'était de l'amour, quand vous avez ri ensemble de mon ignorance? J'ai les enregistrements, Tess. Chaque mot accablant. Des larmes coulèrent sur les joues de Tess. J'ai fait de terribles erreurs, je le sais. Mais cette destruction systématique. Il faut que ça cesse. Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour Lily. Il ne s'agit pas de punition, dit Gavin à voix basse. Il s'agit de justice. Les actes ont des conséquences. Toi, Griffin, ta mère, vous avez fait vos choix en connaissance de cause. Maintenant, vous vivez avec les résultats. Mon oncle Wyatt pense que tu as perdu la tête, lança soudain Tess. Il dit: tu es dangereux, et il faut t'arrêter avant que tu blesses quelqu'un. La mention de Wyatt confirma les soupçons de Gavin. Est-ce une menace? C'est un avertissement, répondit Tess en se levant. Tu t'es fait de puissants ennemis, Gavin. Des ennemis qui ne respectent pas les règles, pas comme toi. Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus douce. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Elle s'éloigna. Gavin resta assis, digérant la menace implicite. La famille Harmon se regroupait. Prête à contre-attaquer. Wyatt Harmon, avec ses liens supposés avec des partenaires peu recommandables,
représentait une menace bien plus imprévisible que les manigances politiques de Diane ou les stratagèmes financiers de Griffin. Mais Gavin s'y attendait. En réalité, il comptait dessus. De retour chez lui, il ouvrit un coffret étanche caché dans son placard. Il en sortit plusieurs objets, un téléphone satellite, un ensemble de clés USB chiffrées, et un petit carnet en cuir contenant les coordonnées de personnes de son passé, des gens qui opéraient dans l'ombre. Des gens qui savaient que, parfois, la justice exigeait de sortir des sentiers battus. Il était temps d'activer la phase finale de son plan. Les Harmon croyaient se préparer à frapper. En réalité, ils avançaient à grands pas dans un piège complexe, préparé depuis des années. Une solution de dernier recours que Gavin avait mise en place bien avant d'avoir une raison de l'utiliser. Il passa 3 appels. Le premier, à Pascal Reeves, pour lui demander d'accélérer certains dépôts juridiques. Le deuxième, à Apollo, pour activer les protocoles de sécurité conçus pour les pires scénarios. Le troisième, à un numéro qu'il n'avait pas composé depuis plus de 5 ans. Locage à l'appareil, dit-il quand la ligne décrocha. Je viens réclamer ce qu'on me doit. L'orage approchait. Et cette fois, il allait tout emporter. Et quand ce moment est arrivé, Gavin serait le seul debout. Chapitre 7, Échec et maths. Le manoir de la Kessor Drive avait autrefois incarné l'essence même de la vieille richesse et de l'influence politique. Ce soir-là, sous une pluie battante qui frappait sa façade victorienne, tandis que le tonnerre grondait au-dessus des eaux, il ressemblait davantage à un mausolée, un monument funéraire dressé à la mémoire d'une dynastie mourante. Gavin contourna le système de sécurité avec une aisance presque automatique, une habitude acquise au fil du temps. Il progressa silencieusement dans la maison plongée dans l'obscurité, jusqu'à atteindre le bureau de Diane Harmon. Elle était là, comme prévu, un verre de bourbon à la main, parcourant des documents étalés sur son bureau antique. Entrer par effraction est un crime, tu sais, dit-elle sans lever les yeux, ne montrant aucune surprise à sa présence. Complot en vue de fraude, manipulation de témoins, complicité de détournement de fonds aussi, répliqua Gavin en s'installant dans le fauteuil en cuir en face d'elle, sans omettre les activités plus colorées auxquelles ton frère Wyatt s'est récemment adonné. Diane leva enfin les yeux pour croiser son regard. Que veux-tu, Gavin? Tu n'as pas déjà causé assez de dégâts à ma famille? Je suis ici pour t'offrir un choix, répondit-il calmement. Une dernière chance de sauver quelque chose de cette situation. Elle rit amèrement. Quelle générosité! Et quelles sont exactement mes options? Gavin posa une clé USB sur le bureau entre eux. Ceci contient la preuve de toutes les activités illégales que la famille Harmon a menées au cours des 20 dernières années, évasion fiscale, corruption de fonctionnaires, contributions illégales aux campagnes, transactions immobilières frauduleuses, une histoire complète de corruption sur 3 générations. Tu bluffes, cracha Diane, bien que l'incertitude traversait ses yeux. Tu sais que je ne bluffe pas, répondit Gavin calmement. Ton père t'a appris à garder des traces de tout, des leviers contre de potentielles trahisons. Ces archives sont stockées dans un coffre-fort derrière le tableau dans ta chambre du lac. La même chambre où ma femme et son amant ont mené leur liaison. La couleur quitta le visage de Diane. Comment as-tu? Je me prépare à cette éventualité depuis des années, l'interrompit Gavin. Bien avant d'avoir une raison de m'en servir. J'ai toujours cru qu'il faut être prêt à toute éventualité. Alors, quel choix m'offres-tu? Demanda Diane, son masque politique glissant, laissant apparaître une peur véritable. Option 1, tu arrêtes Wyatt et ses plans. Tu soutiens publiquement le règlement du divorce tel qu'il est. Tu n'essaies pas d'interférer avec ma garde de Lily. En échange, ces preuves restent scellées, et tu pourras prendre ta retraite avec ta réputation et ta liberté intactes. Option 2, je dévoile tout, expliqua Gavin simplement, à la FBI, à l'IRS, aux médias. D'ici demain, le nom Harmon sera synonyme de corruption. Ton héritage politique sera anéanti, ta position sociale détruite, ton empire financier démantelé. Diane saisit son bourbon d'une main légèrement tremblante. Tu ferais ça à Lily? Détruire son nom de famille par pure rancune? Ne tente pas d'utiliser ma fille comme levier, avertit Gavin, sa voix se durcissant. Pas après que tu as aidé à l'éloigner de moi. D'ailleurs, elle est une Lockridge,
pas une Harmon. Un long silence pesa alors que Diane pesait ses options. Enfin, elle demanda. Était-ce? Qu'en est-il d'elle? Qu'en est-il d'elle? C'est toujours ma fille, et Lily aussi, répondit Gavin. Ça ne t'a pas empêché de conspirer contre moi, dit Diane en le regardant avec un mélange de respect nouveau et de peur. Peu de gens me comprennent vraiment, reconnut Gavin. C'est un avantage dans mon métier. Que se passe-t-il après que j'accepte tes conditions? Tu disparais simplement de nos vies avec Lily, répondit-il. C'est bien l'idée, mais je dois préciser que la clé contient une seule copie. Si jamais il m'arrive quelque chose, ou que la sécurité de ma fille est menacée, plusieurs interrupteurs morts seront déclenchés, libérant automatiquement toutes les preuves. Diane ferma les yeux un instant, un geste de résignation. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? C'est mon travail. Alors, je n'ai vraiment pas le choix, murmura-t-elle en attrapant le téléphone sur son bureau. Je vais appeler Wyatt. Gavin se leva. Une dernière chose, Griffin Maddox. Le visage de Diane se crispa. Que fais-tu de lui? Il fera face à ces accusations. Pas d'accident mystérieux, pas de disparition, pas de faille juridique pratique. Il paiera pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas de la famille, répondit-elle avec indifférence. Fais ce que tu veux. Quand Gavin quitta le manoir, la pluie avait cessé, et les premiers rayons de l'aube éclairaient le ciel à l'est. La confrontation avec Diane s'était déroulée exactement comme prévu. Mais la nuit n'était pas terminée, il restait une dernière pièce à placer. 20 minutes plus tard, il arriva à un entrepôt industriel à la périphérie de la ville. À l'intérieur, éclairé par des néons cruels, Wyatt Harmon supervisait le déchargement de caisses, les mêmes caisses que Gavin avait vu quitter le siège de Harmon Development Group. Sacré timing, Lockridge, lança Wyatt en voyant Gavin approcher. Deux hommes costauds se déplacèrent pour entourer leur patron, les mains effleurant des armes dissimulées. Au contraire, répondit Gavin, imperturbable face à la menace implicite. Je dirais que mon timing est parfait. À ce moment-là, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent brusquement, envahies par des agents du FBI, armes dégainées. En tête, l'agent spécial Monroe Callaway s'avança avec un sourire grave. Watty Harmon, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'armes, transport interstate de biens volés et complot en vue de meurtre commandité. Il hocha la tête vers Gavin. Merci pour le tuyau. Alors que Wyatt était menotté et que les caisses d'armes illégales destinées à des acheteurs hors état étaient répertoriées comme preuve, Monroe emmena Gavin à l'écart. J'essaie d'attraper ce salaud depuis des années, confia-t-il. Comment savais-tu pour cette cargaison? Disons que j'ai observé très attentivement les activités de la famille Harmon ces derniers temps, répondit Gavin avec un calme professionnel. Les yeux de Monroe se plissèrent, méfiants. Ça a un rapport avec ton divorce en cours? Pure coïncidence, assura Gavin sans broncher. Mais j'apprécierais que mon nom soit tenu à l'écart des rapports officiels, pour des raisons de sécurité. Raisons de sécurité, murmura Monroe en secouant la tête. Tu me fais parfois peur, Lockridge. Je prendrais ça comme un compliment. Quand Gavin retourna à son appartement, le soleil était déjà levé. Il prit une douche, se changea et prépara le petit déjeuner, chronométrant parfaitement son arrivée. Quand Apollo arriva avec Lily, des pancakes chauds attendaient. « Papa !» s'exclama Lily en courant dans ses bras. L'oncle Apollo m'a laissé monter dans sa voiture super cool avec les lumières spéciales. « Ah oui ?» sourit Gavin en la serrant contre lui. « Il y a tout été réglé », confirma Apollo tranquillement. Diane a lâché prise, l'arrestation de Wyatt est partout dans les médias, et Griffin Maddox et Gavin sont arrivés à l'aéroport il y a 1 heure, accompagnés de marshals fédéraux, tandis que Tess, tentant de limiter les dégâts, rencontrait son nouvel avocat à l'instant même. Gavin hocha la tête, posant délicatement Lily. « Ma chérie, pourquoi ne vas-tu pas te laver avant le petit déjeuner? J'ai besoin de parler à oncle Apollo un moment. » Une fois hors de portée des oreilles, Apollo demanda. « C'est fini? » « Presque, » répondit Gavin. « Il reste encore l'audience de divorce demain. Tu penses qu'elle va se battre? » Elle essaiera, mais avec son oncle arrêté,
sa mère neutralisée et son amant face à des décennies de prison, elle manque d'options et d'alliés. Apollo observa son ami avec attention. Et après-demain, qu'est-ce qu'on fait? L'expression de Gavin s'adoucit légèrement, son regard se dirigeant vers le couloir où Lily avait disparu. On reconstruit une nouvelle vie, une vie sans trahison ni mensonge. Tu as déjà pensé à lui pardonner, pour Lily? Le pardon, après un moment de silence, exhala Gavin, nécessiterait des remords de sa part. Tess ne regrette pas ce qu'elle a fait, elle regrette seulement de s'être fait prendre. Il y a une différence. Le lendemain matin, Gavin arriva au tribunal avec Pascal Reeves. L'audience était prévue pour 10 heures, mais à 9h30, ni Tess ni son avocat ne s'étaient encore montrés. C'est inhabituel, commenta Pascal en consultant sa montre. Hier, son avocat était très déterminé à contester les termes. À 9h45, un crieur remit une enveloppe à Pascal. À l'intérieur, un seul document, l'acceptation signée par Tess de toutes les conditions de divorce et de garde, sans aucune modification. Attaché, un mot manuscrit adressé à Gavin. Tu as gagné. Prends soin de Lily. Eh bien, dit Pascal, visiblement surpris, c'est inattendu. Mais Gavin, lui, ne l'était pas. La veille, il avait envoyé à Tess un dernier message, un dossier complet détaillant comment il avait minutieusement démantelé sa vie et ses perspectives d'avenir, coupant chaque lien social, asséchant chaque ressource financière, bloquant chaque échappatoire. Le message était clair, continuer à se battre ne ferait que prolonger sa souffrance et nuire davantage à Lily. Le juge, soulagé de clore rapidement cette affaire conflictuelle, approuva le règlement. À midi, Gavin Lecage était officiellement divorcé, avec la garde exclusive de sa fille et une séparation totale de l'influence toxique de la famille Harmon. Dehors, la pluie avait cédé la place à un soleil inattendu. Gavin s'arrêta sur les marches, tournant son visage vers la chaleur. Pour la première fois en des mois, le poing de la rage et de la trahison desserrait son emprise sur son cœur. Non pas parce qu'il avait pardonné, il ne le ferait jamais, mais parce que justice avait été rendue. La balance s'était équilibrée. Son téléphone vibra. Un message d'Apollo. C'est fait. GM vient de plaider coupable à toutes les charges, 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Griffin Maddox, face à des preuves accablantes de ses crimes financiers, réels et fabriqués par Gavin, avait accepté un accord plutôt que de risquer une peine encore plus longue. Il passerait le prochain quart de siècle en prison fédérale, sa réputation, sa fortune et sa liberté totalement détruites. Ce soir-là, alors que Gavin aidait Lily à construire un fort en couverture dans leur nouveau salon, sa fille leva les yeux vers lui, avec cette lucidité qui ne laissait jamais rien passer. « Papa, tu es encore triste à cause de maman ?» Gavin réfléchit soigneusement. « Je suis triste de ce qui s'est passé, mais pas triste comme tu pourrais le penser. Parfois, les gens font des choix qui blessent profondément les autres, et quand cela arrive, tout change. Comme quand elle a embrassé oncle Griffin. »« Oui, comme ça, dit-elle. Mais tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Ce qui compte, c'est que toi et moi, on soit ensemble. Et ça ne changera jamais. » Lily sembla accepter, retournant à leur projet de construction. « Notre fort a besoin d'un drapeau, déclara-t-elle. Tous les bastions en ont un. » Tu as parfaitement raison, acquiesça Gavin, souriant devant sa résilience. Et celui-ci est définitivement un bastion. Plus tard, après que Lily fut endormie, Gavin se tint à la fenêtre de son penthouse, regardant les lumières de la ville. Dans sa main, une petite boîte en velours contenant la bague de mariage qu'il avait retirée des mois auparavant. D'un geste décisif, il la laissa tomber dans la corbeille à côté de son bureau. Le chapitre était fermé. Le jeu terminé. Échec et mat. Chapitre 8 Cendres et braise. 6 mois après le divorce, l'hiver s'était installé sur Rochester avec une douceur inhabituelle. Une fine couche de neige poudrait la ville, transformant le paysage urbain en une carte postale vivante. Depuis la fenêtre de son bureau, Gavin observait les passants se presser le long des trottoirs, les écharpes serrées contre le froid. Lecage Security avait considérablement grandi, absorbant non seulement la firme marketing de Diane Harmon, mais aussi plusieurs autres entreprises locales.
La société occupait désormais 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville, employant plus de 200 personnes. Le succès, cependant, avait un goût différent de ce que Gavin avait imaginé. La satisfaction était là, mais tempérée par un vide, un espace laissé par ce qui avait autrefois été vital. Le contrat de Singapour est signé, annonça Apollo en entrant, tablette en main. Les signatures finales sont prévues cet après-midi. C'est notre plus grand contrat international. Très bien, répondit Gavin, se détournant de la fenêtre. Et la proposition pour Dubaï? Encore en négociation, mais prometteuse. Le bouche à oreille sur notre gestion de la faille de sécurité à l'hôpital de Rochester fait venir des recommandations de partout. Sur un autre sujet, l'expression d'Apollo s'assombrit. Tess a quitté la ville la semaine dernière. D'après nos sources, elle s'est installée à Seattle, nouveau nom, nouveau départ. Gavin hocha la tête, ne ressentant rien. Après le divorce, Tess avait essayé de reconstruire sa vie sur place, mais les portes autrefois ouvertes s'étaient fermées. Son départ de Rochester était inévitable, une retraite tactique d'un champ de bataille où la victoire était impossible. A-t-elle essayé de contacter Lily? Pas depuis la carte de Noël. Celle que tu avais renvoyée sans l'ouvrir. Un reproche subtil dans la voix d'Apollo, que Gavin choisit d'ignorer. Son ami avait toujours été le plus indulgent des deux, arguant parfois que l'éloignement de Tess pourrait finir par faire plus de mal à Lily qu'à Tess elle-même. Gavin n'était pas d'accord. Certaines trahisons étaient trop profondes. Certaines blessures trop graves. La psychologue pour enfants dit que Lily va bien, dit-il en changeant de sujet. Son anxiété a nettement diminué et elle se fait des amis à sa nouvelle école. Les enfants sont résilients, admit Apollo, mais ils se souviennent aussi. Avant que Gavin ne puisse répondre, son assistante lança sur l'interphone. « Monsieur Locage, Brin Maddox est là pour vous voir. » Elle n'a pas rendez-vous, mais dit que c'est important. Gavin échangea un regard surpris avec Apollo. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas eu de nouvelles de l'ex-femme de Griffin. Faites-la entrer. Brin entra, paraissant en meilleure santé que la dernière fois où Gavin l'avait vu. L'expression hantée qui assombrissait son visage lors du procès de Griffin avait disparu, remplacée par une détermination calme. « Désolé de venir sans prévenir, dit-elle en refusant l'offre d'un siège. Je prends un vol dans quelques heures et voulais vous voir avant de partir. Vous quittez Rochester? Demanda Apollo. Oui, pour de bon. Il ne me reste ici que des souvenirs douloureux. Où allez-vous? Demanda Gavin, l'observant attentivement. Boston d'abord, ma sœur y habite. Puis peut-être l'Europe. J'ai accepté un poste dans une organisation internationale d'aide. Gavin hocha la tête, approuvant. Un nouveau départ. C'est bien. C'est en partie pour ça que je suis là, continua Brin. Merci de l'avoir rendu possible. Le règlement sur les biens de Griffin m'a donné une liberté que je n'aurais jamais imaginée. Je n'y suis pour rien, dit Gavin prudemment. C'est le système qui a fait son travail. Non, c'est vous qui avez tenu bon, dit-elle. Même quand c'était difficile, même quand tout semblait perdu. Vous avez agi pour Lily, et ça, je ne pourrai jamais vous en remercier assez. Un silence respectueux s'installa. Prenez soin de vous, Brin. Vous aussi, Gavin. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Vous pensez parfois à ce qu'aurait pu être votre vie si. Gavin sourit légèrement, un éclat de mélancolie dans les yeux. Parfois. Mais la vie, c'est aussi accepter ce qui est, pas seulement ce qui aurait pu être. Brin partit, et Gavin resta là, pensif. La guerre était terminée. Mais la paix, comme toujours, serait un chemin plus long à parcourir. Elle demande simplement à Diane Rose de partir, puis hésite. Elle est différente, transformée en profondeur par Gavin, la thérapie, la distance. Les gens ne changent pas leur nature, dit Gavin sceptique. Peut-être pas, mais ils peuvent reconnaître leurs défauts et essayer de s'améliorer. Diane part, sans demander pardon, mais espérant qu'il y aura pour Lily quelque chose de mieux que cette guerre froide entre ses parents. Gavin relit la proposition, froide et professionnelle, sans appel personnel, mais parfaitement solide.
Lors d'une promenade, Lily remarque que sa mère est différente, moins triste, plus attentive. « Est-ce normal que je l'aime encore ?» demande-t-elle. « Bien sûr, c'est ta mère », répond Gavin. « Est-ce que toi et maman seraient jamais amis ? Pas forcément amis, mais on peut être respectueux, pour toi. » Après l'approbation de la proposition, Gavin rencontre Tess à Seattle. Elle est plus sobre, plus professionnelle. La réunion est efficace, technique, sans place pour l'émotion. En privé, Tess insiste, ce partenariat n'est pas un retour dans sa vie ni une manipulation. Lily mérite des parents qui fonctionnent en coparentalité, même sans pardon. « Je ne te pardonnerai jamais », dit Gavin. « Je sais, mais je suis désolé sincèrement, pas pour les conséquences, mais parce que ce que j'ai fait était mauvais. » Il ne retrouve pas la confiance, mais un début de respect. 6 mois plus tard, un inconnu approche Lily à l'école, prétendant être un ami de sa mère. C'est Willis Maddox, frère de Griffin, ennemi juré de Gavin. Tess jure ne rien savoir et promet d'intervenir. L'incident est réglé rapidement, renforçant leur priorité commune, protéger Lily. À l'anniversaire de Lily, Gavin invite Tess à la fête modeste, une première. Tess reste respectueuse, aidant même à ranger. Lily est heureuse. À la fin, Lily demande à Gavin s'il est encore fâché contre sa mère. « Non », répond-il, mais ce qui s'est passé a changé les choses pour toujours. C'est comme un verre cassé, même recollé, ce n'est plus pareil. Exact, sourit Gavin. Mais il faut vivre avec les cicatrices, elles nous rendent plus forts. Malgré le passé, ils avancent, pas à pas, vers un avenir incertain mais porteur d'espoir. So there's 7 of these effects, guys. There's 7. You can do exclamation point store to look at all the different effects. Oh, the raffle is live. Exclamation point join. Okay, guys. We're good on food. So that's going to show everything. If you click that link, you'll see there's a little icon for each one. If it's got a little video icon, then it's a video effect. And if it's got just an audio icon, then it's just a sound. But we've got Zoom. Oh yeah, I added Sheesh for you as well, the unnamed. Okay, we're good on food. We're officially locked on food. Alright, there was a big looking cave. I'm gonna peek my head in there. See if we can't get some easy gold out of that. I still have my gold boots on. I don't need that at all. Alright. Exclamation point join to enter that raffle. Also, now's a good time to check on your crowd control coins. Let me win this raffle. Yeah, man, you need to get your mana up so you can try out all these new effects I added, bro. Okay, here it is. Hey, and he takes it. I can't stop winning. Let's go. Do I die? No, I'm good. Oh, I was so scared. Okay, there is some gold here already. Oh, we disabled jumping. That's a little spooky. I think I'm okay though. Oh, what's up, creeper? I still can't jump. Okay, now I can. Oh, my dog's okay. Oh, my dog's fucking up the zombie. Love to see it. Get him. Sick him, boy. Yeah. Oh, we've lost jumping again. I see an Enderman. So we are that desperate for pearls right now. Yeah. I ain't even worried about it. Go get him. Sick him, boy.
I'll let that skeleton get dealt with, I think. Alright, we are here for gold? That's kind of it. Dane basically saying stop being poor to use my effects. Yep. Hey, look, the only reason they're poor is because I got them addicted to gambling. So it's their fault. Okay, so there's monsters fucking everywhere. Not a big fan of that. Also, I lost that Enderman that was here. Also not a big fan of that. Oh, there he is. Oh, shit. Oh, there's a cave spider thing here. Damn it, dude. My inventory management is dookie right now. Where's my dog? Did my dog die? I think my dog might have died. Oh, there he is. Sick 'em, boys. Oh, I forgot about Pat and her cave spiders. Yeah, you better run. You better run. Oh, shit. No, you don't get to shoot my dog. That's not how this works. Okay. Wow, that's the first time anyone's ever used that. Chaos the Nomad. What's up, man? Welcome. Put a bone on my head. You put a goddamn bone on my head. Ouch. Okay, bro. Wait, he's killing me.